Merci d'être venu à Raw Material Company, qui est un centre polaire de savoir et de la société. Pour cette édition du programme politique culturel, la conversation va prendre vie à travers de différents formats. Donc, le Bencho, Citéologie, Raw Ciné Club, et en collaboration avec Aboubakar Demba Sissoko, qui est journaliste culturel et critique du cinéma sénégalais. Nous allons procéder avec ce premier Raw Ciné Club de la politique culturelle, avec une projection suivie d'une discussion avec Maître Bara Djorani. Merci, comme l'a dit mon collègue, moi c'est Marie Cissé, chargée de la production à Raw Material Company. Aujourd'hui, nous avons invité M. Bara Djorani pour parler de son film Amour la fille. Et dans cette réflexion sur les politiques culturelles, considérées comme essentielles pour comprendre les conditions de production, de diffusion et de réception des pratiques artistiques. En ouvrant cet espace artistique, en ouvrant cet espace de dialogue, Raw Material cherche à interroger les cadres institutionnels, les héritages historiques et les enjeux contemporains qui façonnent le secteur culturel au Sénégal et au-delà. Nous vous inviterons à partager avec nous après vos idées par rapport au film, vos réflexions. Merci et bonne vision. Merci. Déjà remercier Bara de nous permettre de procéder ce film. Le film a eu une vie, il a déjà été projeté dans différents endroits. Un mot en 30 secondes avant la projection. Merci, j'espère qu'on aura le temps parce que c'est un peu long. Je ne vais pas être trop long dans le discours. Je vais juste envoyer les invités à bien suivre, réfléchir et discuter ensemble. Merci, bonne soirée. Merci. Bara. Bon, merci d'être resté. Ça en valait la peine. Alors, moi j'ai une question préliminaire. On a eu l'avant-première il y a un an, fin 2024, novembre 2024, et je vois que c'est une toute autre version. Il y a beaucoup de... Est-ce que c'est la version définitive? Bonne question, je pense qu'avec les moyens techniques dont on a disposé, on ne pouvait pas aller plus loin. C'est sûr que pour mieux faire. Pour mieux faire. Qu'est-ce qu'il y a à changer? Bon, c'est juste des questions. Quand je revois ça, Ouais. je vois ce détail, les images, Alors, l'essentiel. Alors, dans le programme dédié aux politiques culturelles, on a débuté il y a un mois avec une conversation introductive modérée par Babacar Benjo, animée par Ibrahim Ouattara et Koundé Diagne du ministère de la Culture. Et cette conversation était introductive parce que ça posait déjà le débat sur toutes les questions qu'on avait envie d'aborder. Et je pense que ce film nous plonge dans une certaine histoire des arts au Sénégal. Depuis, on a vu défiler dans le film des images de tous ceux qui ont marqué l'histoire des arts au Sénégal depuis la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui. On a vu Bandiaï, on a vu Sebou Bari, on a vu Joakam, on a vu des gens du laboratoire Agita. Quand est-ce que l'idée est venue? Parce que ça, c'est une collection d'archives. Je sais que
d'aller chercher des archives partout, mais vous en avez vous-même. Quand est-ce que l'idée a été arrêtée? Vous avez arrêté de dire, là, je vais en faire un film. Parce qu'au début, peut-être qu'on n'y pense pas, mais quand est-ce que vous avez vous êtes décidé à en faire un documentaire, un film? Oui, ça a commencé, à un moment donné, j'avais décidé d'écrire des mémoires d'avocat. Et j'ai avancé dans un manuscrit qui a fait presque 400-500 pages. Après, je me suis un peu arrêté. Je crois que sur les conseils même d'amis cinéastes, notamment Ben Diogaïbe, qui m'a dit que tu devrais faire un film. Parce que l'image ici, elle porte plus que l'écrit. Donc j'ai juste pioché dans ces écrits, plus les archives que j'ai constituées moi-même à travers les années. Parce que j'aime les archives, j'aime conserver, j'aime prendre des photos, j'aime prendre des vidéos. Et je les ai, à un moment donné, bon, c'était assez facile à faire parce que le matériel était là. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher trop loin à l'Institut national des archives. Tout était déjà créé sur place. Vous avez pioché dans les mémoires, donc il reste quelque chose, on peut s'attendre à un livre. Oui. Après. C'est qu'on ne peut pas tout dire aussi, quoi. Oui, mais ce qui reste de ce matériau, peut-être un livre. Peut-être, oui. Les mémoires d'avocat. Hein? D'accord. Alors, il y a Billy Congoman qui traverse le film. Moi, c'est l'aspect documentaire, l'aspect esthétique, et dans sa performance. D'où vient le document? Qui a filmé Billy Congoman? C'était un concert sur l'île de Corée, dans les années, je pense, 91-92. C'est moi qui avais demandé à un de mes gosses du plateau d'aller filmer ça. Parce que Billy, et moi, nous avons une longue histoire parce que nous habitions, c'était un des aînés de notre quartier au plateau. C'était un chanteur, et nous avons grandi avec ses chansons. Parce que quand on allait affronter des quartiers, dans le cadre des matchs de football navetan, c'était Billy le grand cheerleader. Bien avant les 12e gagnés qu'on voit là, moi je pense que c'est Billy que j'ai vu la première fois supporter une équipe pendant 90 minutes, le dos tourné vers le terrain. Comme chef d'orchestre en face. Voilà, chef d'orchestre. Et donc, dans notre quartier, tout le monde a grandi avec les chansons de Billy. On les connaissait par cœur. Et c'est très intéressant maintenant de voir que sa musique revient, notamment quand j'entends chanteur, je sais comment il s'appelle, L.H. Diouf, et toutes ces chansons, nouvelles chansons qui supportent le football du Sénégal. Je pense que Billy a une grande part dans ça, dans la musique. Alors, moi, j'ai plus de micro. Je ne sais pas ce qu'il se fait tard, mais on va prendre peut-être quelques interventions là. L'autre micro marche. Ouais. Si vous avez la technique, comme ça. Et il y a aussi, on l'a vu vers la fin, ça c'est avec le petit et puis votre fille, il y a aussi une idée que l'art est dans la famille, mais aussi il y a cette idée de transmission que vous transmettez à votre fille et aux petits-enfants. C'est venu après ça, ou bien c'est au fil du montage ou du travail que vous vous êtes dit je vais ajouter ces images-là? Je pense que dans le travail, il faut préserver une place à l'improvisation. C'est quand j'étais en train de monter que j'ai reçu la visite de mes petits-enfants et j'ai dit bon, j'ai écrit une image là. Et je pense que c'est une bonne conclusion du film parce qu'il s'agit effectivement de transmission intergénérationnelle. Voilà, bonsoir
tout le monde. Moi, je me présente, je suis Dr Oumar Diokhane, je suis un cousin à Abara, à Nebra. Par contre, je suis consultant, je dirige un cabinet conseil. Je suis originaire de Fas. Pour ceux qui connaissent Dakar, quand je suis originaire de Fas, et présentement, je vis à Omanis. En fait, j'ai pris la parole vraiment pour féliciter notre cousin, le féliciter pour cet exercice de mémoire. Voilà, donc qui nous plonge dans le Dakar des années 60, 70 et peut-être avant. Donc vraiment, parce que j'ai raté beaucoup de séances, et cette fois-ci, comme mon cabinet c'est juste après que j'ai dit, bon, ça vraiment, il est hors de question que je rate cette séance-là. Donc vraiment, je n'ai pas été déçu du tout, et je voudrais vraiment le féliciter et dire toute ma satisfaction à assister à ce film. Je suis aussi ex-président de l'association Diokhane Solidarité Développement. Voilà, donc, parce que les Diokhane, c'est un peu le Baol, là. Moi, je suis Diaby, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le Baol. Voilà. Donc, moi, je suis président, voilà, et puis, voilà, aussi a toujours montré beaucoup d'attachement à ce qu'on fait. Il est très attaché à sa culture, voilà, donc, pour toutes ces raisons, voilà, je voudrais, à mon nom, mais au nom de la famille, le féliciter et l'encourager pour cet exercice de mémoire et, disons, son attachement à la culture, à nos traditions, mais également à la mémoire, parce qu'on ne peut rien construire effectivement sans ce passé-là. C'est extrêmement important. Et bravo à notre cousin, Maître Barry. Bravo. Merci. Merci. En tout cas, mettre le chapeau, le grand chapeau, pour ce beau film documentaire sur la préservation de la patrimoine artistique, surtout les couches artistiques ici au Sénégal. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé, parce que j'ai grandi au plateau, j'ai découvert dans tous ces décors, entre tous ces personnages. Et bon, je ne suis pas présenté, c'est je suis scénariste et metteur en scène de cinéma. Et cette fonction, je l'ai appris dans ce cadre-là. C'est pourquoi ça m'a beaucoup parlé. Et tout en mouvant dans ce cadre des corps et tout entre les personnages, je me suis toujours questionné, en fait. Je me suis beaucoup questionné. Et ça nourrit beaucoup mes inspirations, mon travail, tout ce que je fais. Et vraiment, grand chapeau. Et surtout, ce film doit être bien, comment dire, archivé, diffusé aussi. Et sur la mémoire. Et puis aussi, c'est sauvegardé aussi pour la patrimoine. Donc, c'est vraiment tout ce que j'ai appris. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord, de prévenir, présenter mes condoléances à Raw Material et donc avoir une pensée pieuse pour Koyo, que j'ai bien connu, Koyo, qui était une très grande dame, un peu aussi à l'image de M. Barry Diokhane. Donc, que son œuvre se perpétue est une grande chose. J'habite pas à Dakar, j'habite au sud. Et donc, je suis très heureux d'être là avec vous, justement, et de voir ce documentaire qui est aussi un mémoire, comme on dit, donc pour M. Diokhane, prenant comme un mémoire. Et c'est à la fois une œuvre personnelle, mais c'est aussi l'histoire de l'art, en quelque sorte, au Sénégal, de multiples facettes. Depuis Senghor jusqu'à nos jours. Et on voit, à mon avis, c'est un avis personnel, on voit le lent déclin de l'art, des industries culturelles, d'une certaine vision de l'art
au Sénégal. Aujourd'hui, l'art, on ne va pas dire que l'art a disparu, au contraire, il y a un art, des arts populaires qui sont très prisés, très développés, mais une certaine vision de l'art, héritée de Senghor, à mon avis, est donc racontée sur le mode du déclin. Et d'ailleurs, on voit bien dans la reconnaissance de personnages comme Joe Wakam, comme tous ces artistes disparus, Morphy, on voit bien que c'est plus un regard, puisque selon moi, un regard vers le passé qu'un regard vers l'avenir. Et même s'il y a cette dernière scène où il y a les petits-enfants, les enfants, et donc l'image d'une transmission, on voit bien quelque part qu'il y a une certaine vision de l'art qui peut-être a complètement disparu ou en tout cas est en déclin. J'aimerais bien avoir l'avis de M. Diokhane sur cela et donc est-ce que véritablement on peut faire renaître cette vision culturelle senghorienne en quelque sorte ici au Sénégal. En tout cas, moi je suis presque aussi pessimiste que vous. Je dis qu'il y a une note de pessimisme dans votre documentaire. Merci. Est-ce qu'il est pessimiste? Mais déjà, dans le titre du documentaire, le titre dit beaucoup de choses. À mon avis, il était une fois. Donc, il y a des aspects qu'on ne voit plus, mais pour moi, il y a de l'espoir. Comme dit Youssou, vous pouvez reprendre le document qui a été fait et pour que l'on puisse avoir quelque chose, parce que s'il dit ce document-là, c'est comme si on l'avait fait hier. Bon, peut-être qu'il y a de l'espoir. Vous répondez à la question et puis après. Merci. Bon, moi, je pense que, effectivement, quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé dans le cas de Joe Wakam, qui avait su créer un endroit fantastique pendant 40 ans, un endroit qui était devenu même une adresse incontournable de la Biennale de Dakar. Les gens venaient de partout pour aller là-bas. Moi, j'ai eu, par exemple, une expérience à New York, où j'habitais. Un jour où j'ai présenté un documentaire sur Joe Wakam, en 2018, je crois. En 2018, il y avait un monsieur dans la salle qui, à la fin du film, m'a approché, il s'est présenté, c'était le directeur du musée Modern Art à New York. Et il me dit vraiment, je suis très content parce que je suis allé jusqu'à Dakar. J'ai visité la cour de ce monsieur. Il ne m'a même pas adressé la parole. Donc c'est la première fois que j'entends sa voix dans ce film. Donc, pour vous dire que la perte de cet endroit, du laboratoire, qui a été le siège du laboratoire digital, on peut appeler ça un déclin, effectivement. Mais en même temps, parallèlement, Dakar continue à recevoir la Biennale internationale panafricaine des arts, qui a fait quand même une capitale assez importante de l'art contemporain en Afrique. Pour vous dire que bon, il y a des hauts et des bas, quoi. Hein? Moi, je souhaite par exemple qu'on ait une formidable école des arts au Sénégal. Et je pense qu'on n'a pas encore. Ça fait peut-être partie du déclin. Mais en même temps, on crée un secrétaire d'État institutionnel qui s'occupe des industries culturelles et du patrimoine historique. C'est un bon point. Donc je pense que l'un dans l'autre, il faut juste être raisonnable, savoir que bon, c'est la vie, les combats continuent, il y en a qui se gagnent, il y en a qui se perdent, il y en a qui sont juste repoussés à plus tard. Merci. Merci, Bara Doyen. Moi, je suis M. Aboubek Kiam, directeur général de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Et je crois que je vais d'abord commencer par vous féliciter, vraiment témoigner de tout ce qui a été montré ici. Vraiment de votre personnalité, de vos ambitions,
de votre engagement dans la lutte à côté des artistes. Et je crois que cela, je peux en témoigner en peut-être rappelant votre plaidoyer, vous avez formulé lors de l'acte de rentrée de l'École nationale des arts ou du civilisation noire, où justement je vois ce film qui a été projeté ici comme une annonce de ce que vous avez dit lors de l'acte de rentrée. Et je crois que ce film a tout à fait son sens si on voit tout ce qui a été parcouru depuis l'école de Dakar, à travers tout ce qui a été fait en termes de production artistique, musicale, comme plastique. Ça renseigne à plus d'un titre. Et je crois que c'est un véritable legs pour moi qui a une finalité vraiment pédagogique. Et quand je dis pédagogique, pour moi, ça va au-delà du sens de partager avec la communauté générale, mais vraiment avec une orientation plus ou moins estudiantine. Et je crois que là où vous avez terminé, comme chute ici au niveau du film, ça peut constituer véritablement un regain d'espoir. Parce qu'au moins, c'est une prise de conscience qui a été montrée ici et qui annonce des perspectives qui sont plus ou moins heureuses, d'autant plus qu'il y a des préoccupations qui sont vraiment orientées vers une certaine prise de conscience, qui annonce vraiment une prise en charge concernant certaines préoccupations dans le domaine de la culture. Et pour ça, je vous remercie et vous félicite encore une fois. Merci, j'ai une question. L'école, elle est où? Oui. On en a discuté. C'est vrai que c'est une préoccupation majeure. L'école se trouve à Liberté 6, sur la VDN, juste derrière Etika. Mais j'avoue que depuis qu'on a commencé à travailler, on est vraiment dans un vaste chantier là-dessus. On est dans un processus de délocaliser justement cette école parce qu'elle se trouve abritée dans un immeuble à usage d'habitation. Donc moi, lorsque j'ai été nommé justement comme directeur général, j'ai pris son attache, on a longuement discuté là-dessus et il y a d'autres axes de collaboration sur lesquels nous sommes en train de travailler pour véritablement redonner à l'école vraiment son aura. Quand on pense que justement, à travers ce qu'on a vu, l'école de Dakar, l'Institut, l'École nationale des beaux-arts, le conservatoire, pour en arriver là, à travers cette réforme-là de 2022, je crois que cette école-là doit être beaucoup plus repositionnée sur l'échiquier artistique. Les locaux. Oui, les locaux, c'est ce dont je viens de parler, c'est actuellement à Liberté 6. Mais on a un projet de construction. Non, on en convient tous. On en convient tous. Et quand je dis un projet de construction, par rapport à la réforme de 2022, ça va justement dans ce sens. Donc, construction. Bon, il faut savoir qu'on a affaire à un fonctionnaire. Mais attention. Non, c'est pas péjoratif. C'est pour dire qu'il y a des informations que vous pouvez donner. Il y a des moments où vous arrêtez, vous n'allez pas aller plus loin sur le. Voilà, d'abord. Mais ensuite. Oui, mais j'ai dit, elle est où? Il a dit, c'est à Liberté 6. Non, j'en viens. Et mieux encore, moi j'ai été formé dans cette école. C'était un produit des arts existe. D'accord, on le laisse terminer et puis après on va. Voilà. Donc je suis au plus connu de l'École nationale des arts. J'ai été formé là. Et c'est sans les réalités, les plus conditions dans lesquelles on a évolué. Donc quand je suis positionné à ce échelon, c'est véritablement un enjeu pour justement apporter des solutions par rapport à ce métier-là. Vous avez demandé la parole, mais lui il a une information, donc voilà. Après on revient. La parole. Non, mais je pense qu'il faut rendre justice aux étudiants de l'école des arts et des métiers de la culture. Pour l'école des arts, de mon point de vue, ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas un recul, encore moins une décadence. C'est la succession de choses qui se passent depuis les indépendances. Parce que s'il y a un vent tout le monde dans la politique culturelle, c'est l'école des arts. On n'avait pas une grande école des arts et maintenant qu'on a une petite, on n'a jamais vu d'école des arts. Le Sénégal n'a jamais construit l'école des arts. Le Sénégal n'a jamais construit l'école des arts. Le Sénégal a toujours eu son projet de grande école nationale des arts et encore en 2026, un projet, c'est ça la vérité. Si on est dans l'histoire. L'école des arts, c'était à la maison des arts du Mali.
Ensuite, elle a été dans différents bâtiments. Justement, la Cité des Arts, où était le village des Arts, l'école des Arts faisait partie des projets de Saint-Laurent qui n'ont pas abouti. Wanda a fait un projet à Senos qui n'a pas abouti. Et il y a un nouveau projet. C'est ça la vérité. Quelqu'un me disait il y a quelques années, il disait que le Sénégal a découvert de construire l'école des Arts. Il a construit peu de choses sur la rôle de musique dynamique, les manufactures. L'école des Arts, c'est un projet. Je pense qu'il faut rendre justice à monsieur. Donc, il y a un projet qu'il faut suivre tout simplement. Bon, ça c'était pour avoir la parole, je vais ajouter une chose. C'est féliciter Bara pour son film. C'est pas étonnant que le film, c'est le film à mon avis. On compte parce qu'il y a tellement. Je pense qu'on n'aurait pas pu trouver un titre à ce film. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses. Et finalement, c'est à mon avis. Moi, je dis heureusement, Mouni film aussi. Merci. Salam alaikum. Merci déjà pour ce projet, Maître Bara. J'ai été particulièrement ému, déjà de présent. Je suis Badel Pouka, jeune auteur, scénariste, débrouillard d'origine camerounaise. Et en regardant ce documentaire, j'ai été très ému, bien sûr, mais j'ai été aussi très content de voir un autre visage. Il y a beaucoup d'auteurs, notamment Djibril Diop Mambéty, Ousmane Sembène et bien d'autres. Joe Wakam notamment, c'est des personnages que tu entends, dont tu entends parler, dont tu peux voir des œuvres passer, mais je pense que jusqu'aujourd'hui, on ne les avait jamais racontés de cette façon. J'ai l'impression d'avoir été un peu dans l'intimité de ces personnes, et aujourd'hui, je pense que même en constatant leurs œuvres, ça sera avec un regard nouveau. Et pour ça, déjà, merci. Ensuite, j'ai été beaucoup aussi marqué par la structure. Il y a notre frère là qui a parlé tout à l'heure, parce que premièrement, on commence par ce procès, par cette chute, cette cassure qui finalement, au début, on vous interdit de faire votre métier, qui est une douleur au départ, et de cette douleur est né l'avocat des artistes. Et de cette douleur est né un projet, et de cette douleur est née toute cette tournée qui a permis de défendre beaucoup d'artistes. Et bien sûr qu'à la fin, je suis très peiné quand je me rends compte qu'un projet, un espace comme celui de Joe Wakam est confisqué. Je me demande, mais on a commencé avec cette douleur, comment à la fin on en est encore là, près de 40 ans plus tard. J'avais très mal en ayant ce regard, donc puis j'ai la fin avec l'enfant, avec la transmission. Mais du coup, là vont me venir deux questions. Des questions, j'en ai plein, mais je vais juste poser deux. La première question, c'est aujourd'hui où nous en sommes. Moi, aujourd'hui, en tant qu'auteur, j'ai souvent fait des petits projets par-ci, par-là, mais on ne parle jamais de droit d'auteur. On me dit toujours, bon, on est au Sénégal, c'est des choses, il ne faut pas trop poser de questions. Il y a un côté un peu tabou sur tout ça, et même quand on parle de soda, et ainsi de suite, personne ne reçoit rien ou quoi que ce soit. Je me demande, qu'est-ce qu'on fait concrètement, nous, surtout en tant que jeunes, pour se prémunir un peu de ça, ou déjà éviter de tomber dans certaines mêmes erreurs. Parce que je trouverais ça tellement pénible de se dire, tout ce parcours, ce film n'a servi à rien. J'ai l'impression qu'on a avancé, mais je me demande où est-ce qu'on doit reprendre le flambeau pour essayer de continuer quelque chose. Déjà peut-être en tant qu'auteur ou en tant qu'artiste. Je ne sais pas même si c'est à nous de le faire, parce qu'aujourd'hui on est un peu obligé de le faire, mais comment on peut le faire et d'où on part. Et la deuxième question que j'avais aussi, c'était, bon, j'ai été très touché déjà par votre parcours, déjà en tant qu'avocat, mais aussi en tant que personne passionnée d'art. Et c'est vrai qu'on nous a beaucoup raconté votre parcours, mais je n'ai jamais su vraiment d'où un peu est venu cet amour pour l'art et cette volonté de défendre cet art. Donc c'est ma deuxième question. Merci. Des questions. Le droit d'auteur, comment on fait? Oui. Moi, je pense que je suis toujours satisfait quand, après une projection, quelqu'un me dit j'ai appris beaucoup de choses. Quand j'entends ça, je pense que j'ai atteint un certain objectif. Parce qu'en fait, c'est ça l'objet du documentaire, si je me trompe. Mais concernant la situation des artistes, quand on compare, il y a 20 ans, 30 ans, il y avait plein d'organisations. Les cinéastes sénégalais, les cinéastes,
il y avait l'association des artistes plasticiens du Sénégal. Donc, il y avait une organisation qui m'a l'air d'avoir disparu de nos jours. Les artistes me semblent de nos jours un peu éparpillés. Cette absence d'organisation, parce qu'on ne peut rien en tant que corporation. Si chacun tire de son côté, ou si chacun est en train de courir après les faveurs politiciennes gouvernementales, et tout en oubliant l'organisation, c'est forcément un frein. Je pense qu'il faut savoir se prendre en charge, savoir que individuellement, tout seul, on peut avoir des petits privilèges, mais on ne peut pas faire bouger les choses sans qu'il y ait vraiment une démarche collective qui semble faire défaut de nos jours. La raison, je ne sais pas, mais j'ai juste constaté qu'il y a une certaine déliquescence des organisations qui représentent les artistes. Et c'est peut-être la raison pour laquelle aussi ils ont des difficultés au niveau des droits d'auteur. Parce que, effectivement, il y a une loi qui a été votée au Sénégal depuis 2008, je crois, qui a créé la SODAV. Mais cette loi, elle a un contenu provisoire, mais qui n'a pas eu de suite. Je m'explique. Parce que dans la loi, on dit qu'il est créé la SODAV en attendant la création d'autres sociétés de droits d'auteur, et selon même les spécialisations, les domaines. C'est-à-dire qu'on pouvait même parler des droits d'auteur des cinéastes, des droits d'auteur des littéraires, des droits d'auteur des peintres, des photographes. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une société qui embrasse tout cela, et c'est extrêmement difficile parce que c'est des domaines différents. C'est pas parce que tu es spécialiste du cinéma, des droits du cinéma, que tu sais forcément régler les histoires des musiciens. Donc c'est des compétences. Mais si la loi n'a pas vraiment fait suite à ces promesses d'éclosion de plusieurs sociétés, je pense qu'en ce moment, elle est presque caduque. Parce qu'on est en 2026, il y a un quart de siècle qui s'est passé depuis la création de cette loi. Et quand vous regardez cette loi, il y a même des mots qui manquent, qui vous montrent que c'est obsolète. Il n'y a pas le mot numérique dans cette loi. On ne parle pas d'intelligence artificielle. Donc c'est juste un appel pour dire que c'est le moment, le grand temps, compte tenu de toutes les évolutions technologiques, scientifiques, politiques, de créer une loi du XXIe siècle. Je pense que ça, c'est un combat sérieux, un problème au Sénégal. La motivation, c'est un mélomane, je suis né au plateau, musique, danse, ça c'est, on grandit avec quoi. Comme je disais, enfant, j'ai connu comme moi. On chantait tout son répertoire par cœur. Bon, ensuite, j'ai saisi cette opportunité qui avait, donc, compte tenu de mon intérêt personnel pour la musique, pour la création, c'est-à-dire pour les œuvres de l'esprit, j'ai vu que mon métier d'avocat me permettait de combler un vide qui existait dans ce pays. Il n'y avait pas, et je savais que ça existait. Parce que quand je me suis installé à New York comme avocat, c'est drôle d'ailleurs, parce que c'est une histoire que j'aime bien raconter. En 1993, quand j'ai amené la collection de Montfeuille à la Biennale de Venise, et que je m'occupais du stand, un jour est venue une dame, une femme américaine, avocate, on a échangé nos cartes. Et plus tard, en 1996, 3 ans plus tard, quand je me retrouve à New York pour m'inscrire, là-bas dans les barreaux, non seulement on
faut prêter serment comme avocat, mais il faut s'inscrire dans les commissions techniques. C'est la formation permanente. Et j'ai vu que au barreau de New York, il y a une section art law, droit de l'art. Il n'y avait que les avocats de musées, les avocats de musiciens, les avocats de galeristes. Un milieu assez fermé, qui n'est pas d'accès facile. Donc quand j'ai voulu intégrer ce groupe, il voulait en prendre 30 sur 200 candidats. Quand je suis venu pour mon interview, qui c'est qui m'a interviewé? C'est la dame que j'ai rencontrée à Venise. Elle m'a dit, mais toi, pas la peine d'interview, je t'ai vu sur le terrain. C'est comme ça que je suis devenu membre d'un club assez fermé d'avocats new-yorkais, spécialisé dans l'art. Et on voit qu'on le prend très au sérieux. Au sein de cette commission, nous avions même rédigé un ouvrage collectif. Estate Planning for Artists. Estate Planning, c'est comment organiser la succession des artistes décédés. Question très très sérieuse. En général, au Sénégal surtout, on a eu beaucoup d'artistes décédés et après, il n'y a rien qui suit. Il n'y a pas de mesures qui ont été prises pendant leur vivant afin qu'à leur mort, leur œuvre, leur survie, c'est des techniques juridiques qu'on nous apprenait là. Donc c'est petit à petit, hein, je n'ai pas fait de diplôme de droit d'auteur, j'ai une base de droit commun, de droit privé des affaires. Et je pense donc que c'est un mélange de mon intérêt personnel, de ma jeunesse, et puis de situation. J'ai eu le privilège de me retrouver souvent au carrefour de sollicitation d'artistes, que ce soit la plastique, la musique. C'est peut-être parce que c'était des connaissances personnelles aussi. La plupart des artistes dont je parle ici, c'est des amis. Donc c'est des expériences personnelles que j'ai vécues avec eux, ce qui a facilité mon travail. Je n'ai pas eu à faire de recherche. Je raconte ce que j'ai vécu comme acteur, comme témoin. Il me donne un peu genre la question, il parle de succession. Demain, on a deux panels. Dans l'après-midi à partir de 15h, donc 15h, 19h. Et un des panels, justement, est consacré à la gestion des plans de succession. Donc, on va entrer dans les détails sur ce sujet. Il y a un premier panel sur les droits des artistes et propriétés intellectuelles, tracer les œuvres après acquisition. Donc, va de lieu en lieu qui accorde différentes personnes comment la tracer et comment assurer les droits sur le chemin qu'elle emprunte. Alors, félicitations, M. Durané, pour ce magnifique bijou. Je suis Maki Mbemba, cinéaste. Et c'est tout ce que j'aime au cinéma, c'est tout ce que je regarde. Voilà, tout ce qui touche à mon patrimoine. Je suis très ému de revoir les Djibril, Père Djawaka, mais tant d'autres personnes. Je ne connaissais pas Marc Faye, je me suis senti très idiot. Je n'avais jamais entendu parler de lui, et pourtant je sais que je suis un grand curieux. Et ce que je retiens du film aussi, c'est le passage de Spike. Moi, je suis un inconditionnel de Spike. J'ai eu la chance de le rencontrer au Festival de Cannes de l'année dernière, et justement, il me parlait de vous. Maintenant, ma question, c'est comment, à une époque où il y avait quand même une certaine barrière linguistique, vous avez pu être en contact avec des gens du cinéma, je pense que des Afro-Américains comme Danny Glover, Wesley Snipes, Spike Lee. Spike qui choisit, je pense, c'est la première destination en Afrique, je pense que c'est le Sénégal, je pense. Mais il me semble, on est en 91. Et, M. Durané, est-ce que les gens de l'époque se sont rendus compte de ce cadeau que vous faites au cinéma sénégalais? On parle quand même de Spike Lee qui à l'époque, aujourd'hui encore, il est. Donc, juste pour dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que Spike Lee puisse être invité chez Semaine, il rencontre des gens, on se rappelle les restaurants qu'il avait du sous.
Et depuis 1991, il n'a plus jamais donné de pied ici. Est-ce qu'il est possible de faire un Spike Lee? Est-ce qu'il est possible d'essayer de trouver quelque chose, de créer quelque chose à travers ça, de pouvoir amener le cinéma sénégalais ailleurs pour qu'on le décloisonne, qu'on puisse faire des une passerelle entre eux et nous. Parce que je vous dis quand même, on a raté quelque chose. En fait, c'est mon avis. Hein. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui? Est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce qu'il est fidèle en amitié? Donc je sais qu'il est en contact avec tous ces gens. Une dernière nouvelle, il aurait fait cette recherche génétique et il se retrouve venu nous amener l'examen d'honneur. Le passeport. Et ils ont donné le passeport aussi. Donc récemment, je pense qu'il est allé au Bénin avec sa femme. Effectivement, quand il est venu ici en 1991, après il m'a invité au Festival de Cannes pour voir son film Jungle Fever. Et quand il a fait sa conférence de presse à Cannes, il m'a dit que sa visite au Sénégal, c'était l'expérience la plus importante de sa vie. C'est 10 jours qu'il a passé au Sénégal. Donc, maintenant, on va faire des efforts. Il connaît le pays, mais il va plus au Bénin, et même au Cameroun. Parce que c'était les deux pays. Peut-être que c'est une question aussi de politique culturelle. C'est des États qui, comme fait le Ghana aussi, son approche vers la diaspora, tout cela. Je pense que le Sénégal était très bien placé, géographiquement en tout cas. C'est la porte avant d'aller dans tous ces pays. Et certainement, il y a des choses qu'on a ratées dans la compréhension du sérieux de cette connexion entre l'Afrique et sa diaspora. On est à 7 heures de vol de New York. Et cette passerelle-là dont il parle, c'est que cette passerelle, le Bénin l'a créée avec non seulement les États-Unis, mais tout le reste, les Antilles, toute cette, où on appelle aujourd'hui afro-descendants, ils arrivent, il faut montrer un intérêt, donc ils donnent un passeport, le passeport béninois, naturalisé. Le Ghana aussi s'est fait cette politique-là, nous on n'a pas su. Mais aussi il y a, c'est vrai que c'était une star, mais c'était un peu avant Malcolm X. Et Malcolm X 92, je pense que ce film a aussi changé. Il y a un avant Spike Lee, auteur de Malcolm X, et un après. C'est plus Malcolm X, le film Malcolm X, qu'il a fait, en tout cas, qu'il a popularisé dans cette. Qu'il a fait entrer dans des circuits, parce qu'à l'époque, il avait quoi? Jungle Fever, il avait Do the Right Thing. Oui, c'était ses plus grandes œuvres. Avant, maintenant, aujourd'hui, c'est un autre Spike Lee. Peut-être qu'il faut. Et la passerelle qui est ouverte là, c'est les Béninois et les Ghanéens qui s'en saisissent. Il va au Cameroun parce que son ADN, ses recherches lui ont montré que c'est le Bénin et le Cameroun. Pour Rupi Gorbert, on a dit que c'est la Guinée-Bissau. Quand on a dit ça, le ministre de la Culture de la Guinée-Bissau lui a écrit pour lui dire de revenir. Je ne sais pas comment ça s'est passé après. Parce que les gens sont sur. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui crée des liens. Spike Lee, derrière Spike Lee, il y a toute la communauté africaine-américaine. Et on sait qu'aux États-Unis, les communautés, ça. Quand Spike Lee est venu au Sénégal, en fait, il était à la phase de pré-production du film Malcolm X. Et il voulait tourner le pèlerinage à la Mecque. Et on lui avait dit qu'à la Mecque, les catholiques ne sont pas acceptés à la Mecque pour tourner. Et quelqu'un lui avait soufflé, peut-être le Magal de Touba, là, ça peut. Et c'était la raison principale pour laquelle il est venu. Et avec son équipe, son chargé de production, nous sommes allés à Touba. Le chargé de production a dit ça ne marche pas pour ce qu'on veut faire. Donc il est rentré, il a laissé Spike ici en
tourisme. Et ce jour-là, comme par hasard, on a rencontré Serigne Mourtada Mbacké, que j'ai présenté à Spike. Il est venu ici, il veut faire ça sur un grand musulman qui s'appelle Spike Lee, qui s'appelle Malcolm X, Elhadji Malick Shabazz. Il faut prier pour mon ami là, il a fait des prières. Après, on revient à Dakar, il y avait une fête à la présidence le 4 avril, chez Abdou Diouf. On est allé à la fête, et là-bas, on rencontre l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Sénégal. On commence à négocier avec lui. Et il a dit, je vais vous aider, je vais m'en occuper. Je ne sais pas comment il a fait, mais Spike a fini à tourner à la Mecque. Merci pour cette anecdote. Je pense qu'on va s'en arrêter là. On va arrêter en 22. Et quelques-uns d'entre vous vont vers le centre ville pour aller suivre le concert. On peut avoir une femme, deux femmes pour parler, s'il vous plaît. Dites juste, vous prenez la parole. On prend la parole. C'est rapide. Bonsoir tout le monde, c'est rapide. Donc, de la diaspora. Donc, nous avons monsieur. On termine, s'il vous plaît. Allez-y. Maître Yohane, vous aimez bien que voilà, nos impressions, on a beaucoup appris. Je suis de la diaspora, je viens de l'Italie. Et je pense que votre film est vraiment, quelqu'un l'a dit, c'est un trésor, et surtout pour les générations, nos enfants, à nous, donc deuxième, troisième génération de la diaspora aussi. Et moi, je tenais juste à vous dire, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est votre générosité. J'ai vu un homme excessivement généreux. Et je pense que ça, c'est une très, très grande leçon que vous nous donnez. Et j'ai aussi vu le précurseur, le pionnier, le battant. Et je pense qu'il nous faut des exemples aujourd'hui, et vous en êtes un. Je ne vous connaissais pas, je vous ai connu ça fait pas longtemps. Et vraiment, je suis bluffée. Je vous remercie. Merci. Donc, je rappelle demain. C'est possible. Il ne faut pas faire les temps additionnels comme la CAF. Allez-y. Venez un peu comme ça. Voilà, c'est bon. Venez là. Voilà, c'est bon. Voilà. Bonsoir. Félicitations pour ce très beau film, riche et inspirant. On sent une vraie passion et un travail de mémoire Madame, vous sortez un peu du fer. Voilà, c'est bon. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce que l'absence d'avocats dans les interviews a une raison particulière? L'absence ou la présence? L'absence, parce que je n'ai pas vu d'avocats dans les interviews. Avocate. En tout cas, pas photo, il y a une photo. Pas dans les interviews. J'aimerais savoir s'il y a une raison. Mais la raison est que, comme j'ai dit, je n'utilise que ce que j'ai entre les mains. Je ne suis pas allé vraiment piocher dans les services d'archives. Et je pense à l'époque, il y avait, quand on créait notre association pour faire le tour du Sénégal, la première tournée, on était 9. Et parmi ces 9, il y avait 2 femmes, malheureusement décédées. Maître Seyni Diagne de la Médina et Maître Mamia Sendiaye, qui était trésorier de l'association. Mais j'espère récupérer cette faute-là, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de femmes dans les interviews, mais j'en connais pas également de femmes avocates qui étaient impliquées dans ces questions de propriété intellectuelle. Il n'y avait même pas beaucoup d'hommes. C'était vraiment
une poignée. J'espère que maintenant, ça a évolué, il y en a plein. Et Youssou N'Dour, maintenant, j'imagine qu'il a peut-être 10 avocats, à lui tout seul. Lui, il veut que je parle, parce que je lui ai raconté une histoire, mais qui n'est pas dans le film. Je dis que je n'ai pas tout dit dans le film. Et il faut que je dise quelque chose que je lui ai raconté en privé. On va attendre les mémoires de l'avocat. Hein, peut-être l'année prochaine. Ça serait trop long. Et donc rendez-vous demain. Mais il y a quelques... un cocktail derrière là. Allez vous réfléchir et puis voilà. Demain, deux panels. Droit des artistes et propriétés intellectuelles, comment tracer les œuvres après acquisition. Et un deuxième, préservation du patrimoine moderne, gestion des droits de succession. Donc, Bara l'a évoqué tout à l'heure. Donc, on va, avec deux panels, en discuter. Voilà, si les artistes sont là, ils sont là. Venez comprendre juste comment ça se fait. Donc, merci, bonne soirée et à demain. Merci.